Nous allons voir comment mettre en place une machine virtuelle Windows 2012 Server. Donc cette machine va être installée en tant que machine virtuelle sur VirtualBox. L'objectif de cette machine sera d'être contrôleur d'un domaine, et donc on va la calibrer en virtualisation pour qu'elle soit suffisante pour assurer le contrôle du domaine. Et donc les paramètres minimums à observer, c'est 2 Go de mémoire vive, un disque dur d'environ 35 Go, si possible d'être en multiprocesseur si la machine haute le permet, d'opter pour un démarrage sur le disque dur plutôt que le CD-ROM pour éviter un redémarrage avec une réinstallation lors de la procédure de redémarrage, une seule carte réseau que l'on mettra dans un réseau isolé, pas besoin d'accès internet. Donc voilà, alors pour démarrer, donc la configuration, nouvelle machine virtuelle, donc de type Windows 2012. Ici on voit que dans le choix de Windows on n'a pas d'autre choix que du 64 bits, il n'y a pas de Windows 2012 à 32 bits, ça n'existe pas. Donc Windows 2012 64 bits, c'est très bien. On peut d'ailleurs lui donner un nom, je vais l'appeler Windows avec un W majuscule, ici 2012-3, puisque j'en ai déjà 2 installés que l'on peut observer ici. Suivant, donc 2 Go de RAM, ce qui est recommandé. Suivant, créer un disque dur d'environ 32 Go, ce qui est également recommandé. Créer le format du disque, peu importe. La machine sera équipée du disque qui sera dynamiquement géré, donc sa taille augmentera en fonction des besoins jusqu'à un maximum de 32 Go. Créer le disque. Une carte réseau en mode interne, c'est très bien. Sur le réseau INTNet, c'est très bien. Au niveau système, on a dit qu'on voulait un démarrage sur le disque dur. En premier, disque dur. Disquette, on peut décocher. CD-ROM optique, on va le passer juste en dessous, ici. Au niveau du processeur, si la machine le permet, on met plusieurs processeurs. Alors par exemple ici, je peux en mettre 4. Le reste, ça n'a pas d'importance. Donc, alors, petit résumé de la situation, machine 64 bits, de type multiprocesseur, avec environ 2 Go de mémoire, un boot sur le disque dur, le CD-ROM sera mis en deuxième position, alors, et pour le reste, un disque de 32 Go environ. Ici, géré dynamiquement, ce qui fait que sa taille diminue, enfin augmentera au gré des besoins. Le CD-ROM est vide ici, alors on peut aller choisir ici le DVD de Windows 2012 Server si on l'a sous la main, ce qui est le cas ici. Et on démarre notre machine. Donc le démarrage, c'est une machine qui va être installée à des fins de contrôleur de domaine. Je le rappelle, donc cette machine, on va l'installer avec une interface graphique. Donc c'est pas l'installation par défaut depuis Windows 2012, faut faire attention à ça quand on installe Windows 2012, à la différence de Windows 2008 Server, on a ce menu là, et là si on fait pas attention, on s'aperçoit que on est présélectionné pour une installation minimale, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interface graphique. Donc si on veut une installation standard avec interface graphique, c'est celle-ci. Choix numéro 2, ici. On fait suivant. Ici, il suffit d'accepter les termes du contrat de licence pour passer cette étape. Alors, c'est pas une mise à niveau, c'est bien une installation. Donc, il faut cocher la deuxième option. Le disque dur, ici, on va pas avoir besoin de modifier le partitionnement par défaut qui sera fait par l'installation. Donc, je ne touche à rien ici, mais tout serait possible au travers des boutons qui sont ici. Et suivant. Voilà, donc c'est parti pour une pré-copie des fichiers, et ce qui va être ensuite une installation des fonctionnalités. Donc ça prend un petit peu de temps, on va reprendre le déroulement de l'installation quand on se rapproche de la fin de cette
de cette partie de l'installation. Voilà, donc l'installation se poursuit après la préparation des fichiers, donc ça a pris un certain temps, mais maintenant l'installation des fonctionnalités et l'installation des mises à jour, c'est extrêmement rapide. Voilà, on peut voir qu'il y a un démarrage anticipé. Donc à ce stade là, notre machine est en train de rebooter et puis de mettre en place ses premiers paramètres. Donc là, en fait, c'est à ce moment là que sur la machine il va y avoir la création des comptes système et notamment du compte administrateur, qui sera donc le seul compte utilisable au début sur cette machine tant qu'on n'en aura pas créé d'autres, et on sera obligé d'y associer un mot de passe, quoi, en fait, tout de suite, pour qu'on puisse poursuivre l'installation. Donc ça va être une des premières manips à faire, et on va se rendre compte d'ailleurs dès le début qu'il y a une stratégie qui va nous imposer une complexité sur le mot de passe, au minimum 7 caractères et une alternance entre des lettres et des chiffres, et également une alternance entre des majuscules et des minuscules. Donc voilà, si on accepte ces conditions, on va pouvoir créer un mot de passe. Voilà, là on a pu assister à un deuxième redémarrage, donc qui est normal lors de la phase d'installation initiale. Et maintenant la machine va prendre un petit peu plus de temps à démarrer que la première fois, parce qu'en fait elle est plus complète, il y a beaucoup plus de services d'activer qu'au premier redémarrage. Et donc il faut être patient, et ça met pas non plus 2 heures, hein, ça met quelques secondes, quelques poignées de secondes. Voilà, on est arrivé. On va donc choisir un mot de passe qui respecte les stratégies nécessaires. On répète ce mot de passe. Alors voilà, je vais vous montrer le mot de passe que j'utilise pour mon laboratoire. C'est toujours le même, 0, P majuscule, O, S, E, I, D, O, N, ce qui fait 0 Poséidon avec un P majuscule et un 0 en chiffres, bien entendu. On fait terminer. Voilà, donc la machine est terminée. On est sur une machine virtuelle, donc le contrôle Alt Sup ici, attention, ici avec VirtualBox, il faut faire simplement un contrôle de Supr, donc, mais pas un contrôle Alt Sup, et le contrôle, on doit utiliser le contrôle qui se trouve à droite du clavier, contrôle Sup, voilà. Le mot de passe que nous venons de créer. On se connecte au système. Le système va créer, valider notre profil de compte. Alors après, on va être suffisamment patient pour pouvoir voir si tout se passe bien au niveau du gestionnaire de serveur. Alors, le gestionnaire de serveur, il se lance dès le démarrage, parce qu'il y a un tableau de bord dedans qui permet d'avoir une vue d'ensemble. Voilà le tableau de bord en question. Donc avec des indicateurs de couleur, vert tout va bien, rouge ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Donc ici on voit que pour l'instant ici sur le point numéro 4, voilà, ça change, ça vient de changer. Point numéro 4 sur les serveurs locaux, là ici. Donc il y a une alerte qui concerne les services. Alors on peut cliquer ici pour avoir un raccourci vers le gestionnaire de serveur et pour pouvoir voir donc l'erreur qui apparaît manifestement ici. Bon, plusieurs choses vont s'afficher au début. Il ne faut pas trop s'alerter des erreurs éventuelles, puisque ensuite on va, au travers des configs qu'on va faire, essayer de corriger ces différentes choses. Donc une petite prise en main rapide de cette fenêtre de gestionnaire de serveur. Donc on voit qu'à gauche ici on a le tableau de bord qui est vraiment donc la vue d'ensemble, mais avec des liens on peut cliquer sur différentes zones, hein, ici ou bien là. Et on a une distinction entre serveur local et tous les serveurs. Ça veut dire qu'ici en fait c'est une fenêtre dans laquelle on pourrait enregistrer plusieurs serveurs et les gérer à partir de cette même console. Donc sans avoir à se déplacer, et bien sûr il faut que
connectés en réseau et qu'on puisse les atteindre. À partir de là, avec une seule console, depuis n'importe lequel des serveurs, on pourrait gérer d'autres serveurs. C'est assez pratique. Comme il n'y a qu'un serveur, on peut voir son nom d'ailleurs ici, là, son adresse IP. Et il suffit donc de cliquer ici, on va retrouver ce même nom ici, cette même adresse. Alors l'adresse IP ici, on voit qu'elle est attribuée par DHCP. Et ce que j'ai vu là quand j'étais ici, c'est que elle a une valeur 169.254.74.63. Si vous avez bien retenu vos fondamentaux réseau sur le protocole IP, ça veut tout simplement dire qu'on est dans une autoconfiguration de type API-PAR parce que ma machine est en mode client DHCP, qu'il n'y a pas de serveur DHCP qui a pu lui fournir une IP. Voilà. En revenant ici, on voit bien qu'on est en attribué par DHCP. Tous les mots ici sont en fait des liens sur lesquels on peut cliquer pour aller faire une modif en rapport avec le lien qu'on clique. Par exemple ici, en cliquant ici, j'obtiens les propriétés système, je retrouve ce nom et je pourrais ici justement changer le nom de l'ordi ou joindre un domaine ou changer de workgroup par exemple. On peut aussi cliquer sur adresse IP et là on va se retrouver directement les paramètres de la carte réseau. Il sera possible de modifier des paramètres ici par exemple. Donc tout ça est pratique. Après cet assistant il s'ouvre au démarrage, on peut choisir de le désactiver. Enfin c'est pas vraiment un assistant, c'est une fenêtre de gestion globale quoi. Bon, ici on voit aussi que on a la possibilité de voir au niveau des serveurs de fichiers et de stockage de données, il y a ce raccourci là qui permet en fait de voir tout ce qui est stockage. Donc quand il y aura par exemple des disques durs intégrés dans le réseau en tant que volume de stockage, on pourra les manipuler ici directement, les administrer ici directement. Au niveau des... Donc on va revenir sur la fenêtre précédente. On voit aussi que on a les événements essentiels qui sont rappelés ici. Donc les événements, c'est important d'en tenir compte dès le début, mais au début on se polarise pas trop sur l'erreur ou les erreurs qu'on peut voir et qui au niveau du tableau de bord créent de la couleur rouge là ici. Donc si on clique ici, on a encore plus de proximité avec l'erreur. Hein, plutôt que de cliquer là où on va revenir sur cette fenêtre, on a les erreurs, elles sont ici en fait. Mais si dans le tableau de bord on veut vraiment faire un lien direct avec ce qui va pas, on regarde la couleur rouge hein, ici, on clique ici, on s'aperçoit qu'il y a 4 événements qui sont en erreur. Le compteur de 4 ici veut dire qu'il y a 4 services ici qui sont en erreur. Alors on va regarder sommairement mais sans formaliser ici des erreurs éventuelles. Donc alors voilà pour cette partie là de tableau de bord. Maintenant au niveau du gestionnaire de serveur, si on revient sur les différentes actions qui sont ici, c'est pratique d'avoir tout sous la main, mais c'est pas indispensable de passer par ici. Enfin en tout cas ça dépend des habitudes de chacun. En haut, on a une zone aussi de notification ici qui peut être intéressante. Alors la zone de notification qui m'intéresse, c'est celle-ci, parce que celle-ci, on va la surveiller très très près à chaque fois qu'on fera un config système. Par exemple, quand on va installer de nouveaux services, parce que c'est ici qu'on aura un état des lieux de la situation, et éventuellement de voir si on a quelque chose qui est en cours d'utilisation et qui doit être terminé. C'est ici qu'on le verra. Là, c'est un bouton de réactualisation. Après, ici, on a alors l'aide, qui est une aide contextuelle, hein, donc qui s'affiche en fonction de l'endroit où on se trouve. Différentes sources pour trouver de l'aide. Le bouton affiché, en fait, qui permet de juste régler des paramètres graphiques au niveau du zoom, notamment. Et
deux choses intéressantes ici. Alors outils et puis gérer. Outils et gérer. Deux choses différentes. Alors gérer, on va retrouver ici une partie des choses qu'on a ici. Par exemple, vous voyez ici, ajouter d'autres serveurs à gérer. On a la même chose ici en fait. Créer un groupe de serveurs, on a ici la même chose là. Ajouter des rôles et des fonctionnalités, on a la même chose ici. D'accord? Donc ce bouton gérer, en fait, on le retrouve ici. Peu de choses près. Par contre, les outils, c'est tous les outils d'administration qui sont déjà installés et qui vont donc se compléter d'autres outils au gré des évolutions. Alors, par exemple, ici, on peut voir qu'il y a l'observateur d'événements, la console qui permet de gérer le service, ou donc différentes choses. Voilà, par exemple, des services, différentes petites choses comme ça. Maintenant, c'est vraiment une fenêtre dans laquelle on est souvent amené à aller parce qu'on a des raccourcis directs vers les programmes d'administration. Donc là, je parcours, on voit ce qu'il y a ici. Vous voyez, c'est pas très intéressant de s'y arrêter pour l'instant, mais vous verrez plus tard que cette console va être pas mal doté de nouveaux outils, par exemple pour gérer les utilisateurs, notamment les stratégies. Alors les stratégies locales, là, je viens de cliquer ici, mais il n'y a pas de stratégie Active Directory puisque Active Directory n'est pas encore installé. Donc les stratégies locales, puisqu'on y est, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, les stratégies de mot de passe par exemple qui obligent à une certaine complexité, elles sont ici. Voilà. La stratégie est appliquée ici. Si je la désactivais, je pourrais ne plus être obligé d'avoir cette complexité imposée. Alors gérer, on ajoute ou on supprime des fonctionnalités, et si on veut simplement ajouter sans pouvoir supprimer, on peut aussi cliquer ici. Alors ça donne accès à la même fenêtre. Là, je viens de cliquer en bas dans la fenêtre ici, ajouter des rôles de fonctionnalités ou des fonctionnalités, et si je fais ici ajouter des rôles et des fonctionnalités, j'ai exactement la même fenêtre qui démarre. Donc c'est très pratique. Voilà, après on a des boutons ici qui permettent d'avoir de l'aide, des infos, ça c'est très utile aussi. On peut avoir des infos sur les mises à jour, les nouveautés par rapport à Windows 2008 par exemple. Donc voilà. Donc nous, pour cette prise en main, cette présentation, on va maintenant faire un tour un petit peu en bas donc de la barre de présentation, la barre de menu. On a toujours donc ces trois raccourcis qui sont installés par défaut dans Windows 2012, plus ici le petit drapeau Windows. Donc ça nous emmène en fait sur la page d'accueil, où à nouveau on peut retrouver nos outils d'administration, donc ce qu'on trouve ici en fait. D'accord. Donc je vais refermer toute cette fenêtre pour bien vous montrer. Outils d'administration ici, terminal serveur, vous voyez par exemple les stratégies de sécurité locale qu'on a vu tout à l'heure, les services qu'on a vu tout à l'heure. En fait ils sont donc ici, directement accessibles ici. Le gestionnaire de serveur, on le connaît bien maintenant. Si je clique dessus, on va retrouver à nouveau cette console. Et le Windows PowerShell. Alors Windows PowerShell, si je clique ici, j'ai l'éditeur qui s'ouvre, mais en fait, j'ai un raccourci déjà créé pour lui, directement ici. Donc PowerShell, c'est le shell qui est à la fois un shell, c'est-à-dire un interpréteur de commande, mais aussi un langage de programmation orienté objet extrêmement puissant, qui bénéficie d'une librairie qui s'enrichit en permanence chez Microsoft. On a mis l'accent sur ce PowerShell, notamment depuis 2008, et beaucoup d'applis tournent et sont développées sous ce nouveau langage. Donc c'est extrêmement puissant, et ça reprend la quasi-intégralité des commandes. C'est-à-dire qu'ici, si on tape une commande,
elle s'exécute comme si on était en mode commande, alors que en fait c'est une interprétation de PowerShell. Voilà, donc le gestionnaire de serveur, le PowerShell, un gestionnaire de fichiers pour accéder rapidement aux emplacements de stockage, rien de particulier à dire, le petit drapeau. Alors maintenant, si on cherche comment, par exemple, quitter la machine, alors, il y a différents moyens de le faire, mais on a ici la possibilité vous voyez, de chercher ici, on peut trouver de l'aide, mais on ne trouve pas le bouton quitter. Donc il y a différents endroits en réalité où on va le trouver si on cherche bien, et on ne trouve pas. Donc soit on place la souris en haut à gauche ici, et alors dans le cas d'une machine virtuelle c'est pas toujours évident de le faire, mais il va apparaître une fenêtre, et si elle n'apparaît pas, on appuie sur la touche petit drapeau, c'est-à-dire qui se trouve sur le clavier en bas à gauche de la touche Alt et la lettre C. Et à ce moment-là, on a cette zone là qui s'ouvre, où on a un raccourci vers accueil que nous connaissons, mais on a aussi le bouton paramètres, et qui lui nous donne la possibilité d'accéder par exemple aux fonctions marche arrêt. Donc ici, marche arrêt, on pourrait arrêter l'ordinateur. Donc drapeau C. Si j'appuie sur la touche échappe, quand je suis dans la page d'accueil, je reviens ici. Si j'appuie sur le petit drapeau, je vois j'ai une petite flèche ici. Si je clique en bas ici, à la manière de Windows 8, on trouve des raccourcis vers les applications qui sont déjà disponibles et installés ici. Donc des raccourcis qui sont pratiques. Pas obligé de cliquer, on peut taper le début d'une commande ici et il affine tout seul. C'est MD par exemple. Voilà, donc calculatrice par exemple. Voilà. Alors voilà, maintenant ce tour d'horizon est terminé là pour aborder la prise en main et donc l'installation de ce Windows 2012. Bon, une précision pour conclure sur cette installation. La machine est installée en mode serveur, c'est-à-dire que c'est un simple serveur qui n'est pas contrôleur de domaine et qui n'est pas intégré à un domaine. Il est donc par défaut, et on peut le revoir si on veut le voir dans le gestionnaire des serveurs ici, au niveau voilà, des propriétés de la machine, on voit que c'est une machine qui appartient à un groupe de travail et non pas à un domaine. Et ce groupe s'appelle Workgroup, qui est le nom par défaut des groupes de travail des machines Microsoft. On voit qu'elle n'a pas d'IP fixe, qu'elle est en DHCP, ce qui pour un serveur est pas la meilleure des solutions. On voit qu'elle n'est pas qu'elle n'a pas un nom facile à retenir. Ce nom est déjà installé, pré-configuré, il commence toujours par win-quelque chose. Alors ces caractères qui après en fait sont constitués tout seuls en appliquant un programme, un algorithme sur des éléments techniques fixes de cette machine et uniques, tels que par exemple un numéro de série du microprocesseur, ou bien du disque dur, ou bien l'adresse MAC de la carte réseau par exemple. Donc il y a un algorithme qui va prendre une partie de ces éléments techniques uniques et s'en servir pour créer ce nom qui donne l'impression qu'il est en tout cas choisi pour ne pas être retenu, tellement il est compliqué et pas forcément très agréable. Donc le nom est totalement surprenant, mais c'est plutôt une bonne idée de ne pas la renommer cette machine, de garder ce nom même s'il n'est pas facile à retenir, même s'il ne nous plaît pas, parce que une fois qu'on sera installé dans un environnement Active Directory, on pourra s'appuyer sur le service DNS pour créer des noms d'alias, c'est-à-dire en fait des surnoms à notre machine, et là on aura la liberté de choisir des trucs beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à retenir, mais
si on fait comme ça, c'est plutôt une bonne chose, plutôt que de changer tout de suite le nom, parce que on aura la garantie que notre machine porte un nom que personne d'autre ne porte. Non pas parce qu'il est moche, mais simplement parce qu'il a été créé par des éléments techniques uniques au monde. On va revenir par exemple sur l'idée de l'adresse MAC. Donc voilà, des petits commentaires sur cette particularité. Ce que je suggère de faire tout de suite, et pour conclure cette présentation d'introduction à la préparation de notre serveur, c'est de fixer une adresse IP fixe. Alors on peut ici cliquer sur ce raccourci, ou bien si on l'a manqué, dans la barre en bas, on peut faire un clic droit ici, et choisir d'ouvrir le centre de réseau et de partage. À ce moment-là, on va retrouver la possibilité d'accéder à notre carte. Alors normalement, vous la trouvez ici, ou bien là. Ça revient à peu près au même. Ici, c'est plus direct, parce qu'on est directement dans les propriétés d'état de la carte. Et là, on va faire propriété, on va aller sur le protocole Internet version 4, on va mettre une IP fixe, comme je le recommande, et comme ce sera nécessaire pour la plupart des cas. Alors par exemple, ça pourrait être... allez, on va mettre celle-ci. Voilà. Alors pour le reste, ça dépendra du contexte d'utilisation. Si notre machine doit être un serveur contrôleur de domaine et qu'elle est la première machine contrôleur d'un domaine, ça veut dire que elle va donc servir à la création de ce domaine. Dans ce cas-là, je recommande de faire pointer sur l'adresse de boucle la recherche du service DNS. Pourquoi? Tout simplement parce que cette machine va accueillir le service DNS dans le cas précis, hein, si on installe un contrôleur de domaine, et du coup elle pourra faire des requêtes ici sur elle-même, puisqu'elle aura son propre serveur DNS, et ce sera une bonne chose, et pour la sécurité et pour l'efficacité de faire ce choix. Donc voilà, alors on va conclure en disant que une fois que cette machine est créée, dans le cadre d'un laboratoire de virtualisation, je suggère de la cloner et de la préparer avec la commande sysprep de façon à la rendre anonyme entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas associée à une licence d'exploitation, et du coup ça va permettre en fait de supprimer les paramètres de spécificité de type nom de l'utilisateur, numéro de licence, etc. Pourquoi? Parce que si on attend trop et qu'on a besoin d'un deuxième serveur, on va être tenté de cloner cette machine, et cloner cette machine si elle est devenue membre d'un domaine, ou mieux encore si elle en est un des contrôleurs, elle va prendre des rôles qui vont lui modifier son état. Notamment, elle va avoir ce qu'on appelle un SID, un identifiant de sécurité, c'est un numéro, et si on clone cet identifiant de sécurité, on va se retrouver avec un doublon qui ne sera pas compris par le système et qui ignorera les deux machines en n'en acceptant qu'une. La première qui verra la deuxième, il considérera que c'est la même. On ne pourra donc pas profiter d'un clone à cause de ce procédé. Pour ça que si on clone maintenant et qu'on prépare le système, on annule cette possibilité, et on part avec une machine qui est vraiment une installation de base, quoi. Voilà, donc on va faire cette préparation dans une autre présentation rapide, sommaire, mais il faut l'appliquer dans la suite logique.